Durant l'opération Marteau de minuit, les États-Unis ont bombardé et détruit 3 des principaux sites nucléaires iraniens, dévastant le pays. C'était une bonne nouvelle, d'une certaine manière, pour le président russe Vladimir Poutine. La concentration des États-Unis sur l'Iran a détourné l'attention du président Donald Trump de la guerre en Ukraine. L'absence d'attention des États-Unis signifiait que Poutine pouvait poursuivre sa guerre d'usure sans se soucier des appels à la paix. Cela a changé. Donald Trump exige désormais la fin de la guerre en Ukraine après le succès des États-Unis en Iran. La question est de savoir si cette paix peut se réaliser. Du 24 au 25 juin, les dirigeants des nations de l'OTAN se sont réunis pour un sommet à La Haye. Donald Trump, l'un des nombreux participants à l'événement, a fait des déclarations intéressantes sur le rôle des États-Unis dans l'OTAN et sur Vladimir Poutine. S'exprimant pour l'émission Frontline de Times Radio, l'ancien officier du renseignement militaire britannique Philip Ingram a analysé ses commentaires et est parvenu à plusieurs conclusions intéressantes sur la façon dont Donald Trump perçoit désormais la guerre en Ukraine. Tout d'abord, les commentaires eux-mêmes. Lorsqu'on l'a interrogé sur l'approche des États-Unis concernant l'article 5, Donald Trump s'est lancé dans un discours quelque peu décousu, qui abordait à la fois l'article 5 et la guerre en Ukraine. Pour contexte, l'article 5 est essentiellement la règle de l'OTAN. Un pour tous, tous pour un. Il stipule que si un membre de l'OTAN est attaqué sur son territoire, les autres membres doivent venir à sa défense. Elle est rarement déclenchée. Son unique utilisation faisant suite aux attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Donald Trump a été interrogé à ce sujet car ses alliés de l'OTAN craignent qu'il ne respecte pas l'article 5 en cas d'attaque de Vladimir Poutine contre un allié de l'OTAN. La réponse du président américain a, espérons-le, dissipé ses inquiétudes et a peut-être envoyé un message à Vladimir Poutine. Je le soutiens. C'est pour ça que je suis ici. Si je ne le soutenais pas, je ne serais pas ici, a déclaré Donald Trump aux journalistes. Donald Trump a ensuite discuté du bombardement de l'Iran par les États-Unis lors de l'opération Midnight Hammer et de ses implications potentielles pour la guerre en Ukraine. Pour en savoir plus sur l'opération Midnight Hammer qui a anéanti l'Iran, regardez notre vidéo. Lors du sommet de l'OTAN, Donald Trump a révélé que Vladimir Poutine avait proposé son aide, mais les États-Unis l'ont refusé. La Commission israélienne de l'énergie atomique et l'Iran ont fait d'excellentes déclarations, selon Donald Trump, qui a qualifié cela de destruction complète et totale. CNN a de nouveau diffusé de fausses informations. C'est pourquoi ils n'ont aucune crédibilité, ni aucun téléspectateur. Donald Trump a continué à critiquer CNN, affirmant que la chaîne n'a montré aucun respect envers les pilotes américains, qui ont mené la mission de bombardement en Iran. Interrogé sur les ambitions territoriales de Vladimir Poutine au-delà de l'Ukraine, Donald Trump a répondu « C'est possible, je veux dire, c'est possible. Je sais une chose, il aimerait régler ça, il aimerait sortir de cette situation, c'est un vrai casse-tête pour lui. Il a pas appelé l'autre jour, il a dit « Est-ce que je peux t'aider avec l'Iran ?» J'ai répondu « Non. Tu peux m'aider avec la Russie. Aide-moi à obtenir un accord avec toi et la Russie. » Trump a conclu que Poutine doit vraiment mettre fin à cette guerre et pense que nous allons y arriver. Des gens meurent à des niveaux que l'on n'a pas vus depuis très longtemps. Comme l'explique Ingram, ces commentaires offrent une analyse approfondie. Le premier, et peut-être le message clé que Trump a adressé à Poutine à La Haye, c'est que les États-Unis soutiennent l'article 5. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine. Poutine espérait avoir convaincu Trump d'abandonner l'OTAN, en semant le doute sur l'organisation de défense collective dans son esprit. En mars dernier, cela semblait être le cas. Le Guardian a rapporté ce mois-là que Trump avait fait des commentaires, suggérant que les États-Unis n'aideraient pas un membre de l'OTAN attaqué si ce membre ne payait pas sa part. C'est du bon sens, non ? A déclaré Trump dans le bureau ovale. S'ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre. Je ne défendrai pas les propos de Trump, qui affirmait à l'époque que les membres de l'OTAN devraient être payés davantage. Et c'est précisément ce qui semble se passer. La Haye a vu l'OTAN convenir collectivement d'augmenter les dépenses de défense recommandées de ses membres à 5% de leur produit intérieur brut national. D'ici 2035, Trump était ravi de cette décision, la qualifiant de victoire monumentale pour les États-Unis qui supportaient en plus que leur juste part. C'est une grande victoire pour l'Europe et la civilisation occidentale, selon la British Broadcasting Corporation, bien que cela semble injuste. Trump dit qu'il y avait beaucoup de débats auparavant pour savoir si les États-Unis respecteraient cet accord, explique Ingram. Mais Donald Trump a été très clair dans ses propos. En somme, les États-Unis ont réitéré leur soutien total à l'OTAN. Maintenant que Trump a convaincu les membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses militaires, c'est une double mauvaise nouvelle pour Poutine. Cela signifie qu'il doit faire face aux États-Unis s'il ne met pas fin à la guerre en Ukraine, et ses membres de l'OTAN dépensaient désormais plus que jamais pour leurs armées. Ces deux faits sont des leviers pour Donald Trump. Ils lui permettent de faire pression pour la paix dans la guerre en Ukraine, sachant que Poutine sait qu'il y a une menace claire à l'horizon. Selon Ingram, le plus inquiétant pour Poutine
et l'aveu de Trump qu'il est possible que le dirigeant russe vise l'Europe au-delà de l'Ukraine. Donald Trump a déclaré que Vladimir Poutine pourrait avoir des ambitions au-delà de l'Ukraine, ce qui m'a intrigué. Ingram qualifie cela de changement dans le langage subtil employé par Donald Trump, parce que cela montre que l'administration américaine actuelle envisage un avenir où Poutine pourrait envahir d'autres pays que l'Ukraine. Encore une fois, c'est problématique pour Poutine. Cela montre que Trump le considère différemment de la façon dont il voyait le dirigeant russe il y a quelques mois. Ce changement subtil de langage laisse penser que Trump voit maintenant Poutine comme une menace suite aux frappes en Iran. Maintenant que l'affaire iranienne est réglée pour les États-Unis, Trump semble prêt à s'impliquer pleinement pour amener la paix dans la guerre en Ukraine. Avec ce nouveau regard sur Poutine et ses actions, que nous apprend tout cela? D'une part, Ingram souligne qu'il semble que Trump soit de plus en plus frustré par Poutine et ses tentatives de retarder les négociations de paix avec l'Ukraine. Le refus de Trump de permettre à Poutine de servir de médiateur dans le conflit entre l'Iran et Israël n'est que le dernier signe de cette frustration, souligne Ingram. Donald Trump semble de plus en plus frustré par Vladimir Poutine, ce qui pourrait entraîner un changement d'attitude de sa part dans les jours et semaines à venir, selon lui. Il y a eu d'autres signes de cette frustration croissante. Le 11 mai sur Truth Social, Trump a critiqué Poutine suite à une nouvelle vague de bombardements en Ukraine après la journée de la victoire célébrée par le président russe. Le président Poutine de Russie ne veut pas conclure d'accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais préfère se rencontrer jeudi en Turquie pour négocier une possible fin au bain de sang. Trump s'est emporté, insinuant que le léger changement d'attitude observé à La Haye se produirait dans quelques semaines. Trump a également affirmé que Poutine jouait avec le feu, en refusant d'entamer de véritables pourparlers de paix avec lui. Ajoutant également dans une autre publication sur Truth Social, Vladimir Poutine ne réalise pas que sans moi, beaucoup de choses vraiment mauvaises seraient arrivées à la Russie. Nous avons vu des signes de cette frustration avant l'arrivée de Donald Trump à La Haye pour le sommet de l'OTAN, lorsqu'il a regretté aux journalistes qu'un accord de paix n'ait pas encore été conclu. Cela montre que les tactiques initiales de Donald Trump pour négocier avec Poutine ont échoué. Poutine a entravé les pourparlers de paix à chaque occasion. Début juin, lorsqu'Israël a lancé sa campagne contre l'Iran, rejointe ensuite par les États-Unis, Vladimir Poutine a exposé ses conditions pour la paix. Ces conditions revenaient à ce que le dirigeant russe exige la capitulation totale de l'Ukraine. Selon Max Sedan sur X, ces conditions comprenaient le retrait de l'Ukraine, de toutes les régions que la Russie a occupées sur son territoire. L'Ukraine s'engage à ne jamais adhérer à l'OTAN et accepte de fortes restrictions sur son armée. Ce n'étaient pas des conditions de paix, c'était Vladimir Poutine, qui disait qu'il voulait que l'Ukraine se prépare à une future invasion, en s'affaiblissant au point que la Russie puisse la prendre à tout moment. Donald Trump est frustré, voyant les soi-disant conditions de paix de Vladimir Poutine comme une tactique de retardement. Maintenant que les bombardements en Iran sont finis, le pays semble s'aligner davantage avec l'OTAN pour pousser la question, malgré la frustration grandissante de Donald Trump, clairement visible à La Haye. Le sommet de l'OTAN a également d'affaire une occasion au président ukrainien Volodymyr Zelensky de s'attirer davantage les faveurs de la défense collective. Volodymyr Zelensky a lancé un appel fort à la justice lors de son discours à La Haye. Selon Ingram, une forte coopération politique et juridique sera nécessaire pour traduire en justice chaque criminel de guerre russe, y compris Poutine. Et surtout, ils sont également le résultat de l'engagement de l'Europe en faveur de la justice, de la volonté de tenir le mal pour responsable. Non seulement par la force, mais par la loi, les tribunaux et des verdicts basés sur une culpabilité avérée. Les remarques de Zelensky sont astucieuses car elles concordent avec les objectifs de Trump. Zelensky insiste sur la nécessité de la force, mais affirme qu'une approche juridique est indispensable face à la Russie. Zelensky souhaite non seulement des armes, mais aussi des négociations, et, dans son monde idéal, la poursuite des persécuteurs de l'Ukraine. Pour Trump, cela indique que Zelensky est prêt à coopérer si les États-Unis poursuivent la Russie autrement que par une démonstration directe de force, alimentant le désir de Trump d'obtenir la paix. Le sommet de l'OTAN a aussi permis à l'organisation de défense collective de montrer son soutien à Zelensky et à l'Ukraine. Selon Ingram, la présence du président Zelensky était un message politique puissant à l'attention de Vladimir Poutine, qu'il a accepté. Lors du sommet, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a qualifié la Russie de plus grande menace mondiale. Zelensky joue prudemment, tandis que les membres européens de l'OTAN ont annoncé des accords d'environ 40 milliards de dollars. Pensez à ce que tout cela signifie pour Poutine. Il voit l'OTAN, en tant que collectif, accueillir Zelensky, alors qu'il demande à l'Ukraine de se retirer de toute organisation de défense collective si elle veut parvenir à la paix. Simultanément, Trump a réaffirmé l'engagement des États-Unis envers l'OTAN, après que le groupe a accepté d'augmenter ses recommandations de dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut.
Tout cela représente un levier potentiel pour Trump lors de futures négociations de paix, ce qui est le pire scénario pour Poutine. Les bombardements en Iran montrent que l'OTAN pourrait infliger de sérieux dégâts à la Russie si Poutine refuse la paix que Trump souhaite. Les actions d'Israël et des États-Unis en Iran début juin ont révélé les faiblesses des défenses aériennes iraniennes face aux attaques coordonnées d'avions de chasse américains modernes. C'est un problème pour Poutine. Pourquoi ? Eh bien, parce que les frappes en Iran ont révélé des vulnérabilités majeures dans les défenses aériennes russes. Beaucoup des systèmes de défense aérienne iraniens, comme les S-300 et S-400, sont de fabrication russe et déployés selon une philosophie similaire à celle observée en Russie. Defense Blog souligne que les commentateurs russes comprennent bien la signification de cela. Dans le contexte d'une guerre entre l'OTAN et la Russie, tout le monde ici comprend que c'est exactement ce qui arriverait à la Russie si un pays de l'OTAN décidait d'agir, rapporte Defense Blog. Selon un commentateur, plus de 3 ans de guerre avec l'Ukraine ont déjà dévasté les défenses aériennes russes, aggravant le problème. Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, la Russie a perdu 1191 de ses systèmes de défense anti-aérienne, dont la plupart ont été détruits par des drones et des missiles. Plutôt que des assauts aériens concertés, ce que l'Iran a prouvé à la fois à Trump et à Poutine, c'est que les types de défense sur lesquels la Russie compterait pour repousser une attaque de l'OTAN ne fonctionnent tout simplement pas. L'OTAN sera capable d'obtenir la supériorité aérienne dans le ciel russe. La Russie ne peut que proférer des menaces vagues, et tenter désespérément de présenter l'évolution actuelle de l'OTAN, comme le signe d'un effondrement imminent de l'organisation. Suite à l'annonce des 5% de dépenses, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a été questionné sur un possible renversement du régime de Poutine. Lavrov a répondu de manière mielleuse et désespérée. Poutine, en sage avisé, peut probablement le voir. L'augmentation désastreuse des dépenses des pays de l'OTAN mènera aussi à l'effondrement de cette organisation. Pendant ce temps, selon les déclarations du président Poutine à Minsk après la réunion du Conseil économique suprême eurasiatique, la Russie prévoit de réduire ses dépenses militaires et de se laisser guider par le bon sens plutôt que par des menaces imaginaires, contrairement aux États membres de l'OTAN. C'est une manière de décrire la situation. Selon Lavrov, la Russie dépense moins, non pas à cause de difficultés économiques, mais parce que Poutine fait preuve de bon sens. Ce n'est pas le cas, comme l'a expliqué Kurt Volker, ancien ambassadeur américain en Ukraine, à Ingram sur Times Radio. Selon Volker, leur position est maintenant affaiblie. Ils nous voient comme faibles et indécis. Mais quand nous agissons fermement, ils réalisent leur incapacité à rivaliser. Volker affirme que Poutine a commis plusieurs erreurs de jugement et d'appréciation au cours des 5 dernières années. La force de l'Ukraine, la puissance de l'armée russe et l'unité collective de l'Occident. Quel est le rapport entre tout cela et les nouveaux appels de Trump à la paix en Ukraine ? En somme, il s'agit d'une question de levier. Poutine doit non seulement gérer le changement d'attitude de Trump, mais aussi le fait que l'OTAN est bien plus capable qu'il ne le prétend. C'est d'autant plus vrai depuis que Trump a confirmé l'engagement des États-Unis envers l'article 5. Les plans d'invasion de Poutine en Europe sont désormais anéantis. Les bombardements en Iran ne sont qu'un aperçu de ce dont les États-Unis sont capables avec leurs forces aériennes face aux défenses aériennes russes. Poutine sait désormais ce qui attend la Russie s'il ne fait pas la paix. Les États-Unis ne seraient pas les seuls à lancer des frappes aériennes en cas de guerre entre la Russie et l'OTAN. La plupart des membres de l'OTAN utilisent par des plateformes aériennes fabriquées aux États-Unis, et même ceux qui possèdent leurs propres avions de chasse les construisent selon les normes de l'OTAN, ce qui permet une coopération dans les airs. Poutine sait que Trump peut utiliser cela comme levier. Le président américain peut montrer l'Iran à Poutine comme un exemple de ce que les États-Unis et l'OTAN pourraient faire à la Russie. Poutine devrait donc prendre au sérieux la paix, sinon Trump sera de plus en plus frustré, y compris avec l'Iran. Trump a également prouvé qu'il est un président prêt à agir, lorsqu'il estime que la négociation n'apportera pas ce que les États-Unis veulent. Tout cela donne à Poutine matière à réflexion, mais soulève une question finale. La paix souhaitée par Trump se concrétisera-t-elle ? Selon Volker, il est peu probable que cela se produise. Je ne pense pas que l'on puisse assez insister là-dessus. Poutine est différent aujourd'hui de ce qu'il était lorsqu'il est arrivé au pouvoir, dans le sens où il a instauré un régime autoritaire et répressif, où il est à seule autorité. Il a développé des capacités militaires, de renseignement et de désinformation. Volker ajoute que Poutine a montré une volonté idéologique de reconstruire l'empire russe, ce qui est le cœur du problème. Poutine peut voir qu'il met la Russie dans beaucoup de difficultés en poursuivant sa campagne en Ukraine. Et il causera encore plus de problèmes s'il étend son influence aux anciennes nations européennes de l'empire russe. Mais ça lui importe peu. Ce qu'il fait maintenant concerne l'idéologie de l'héritage.
Trump a probablement réalisé que la seule manière de gérer un tel homme est de lui prouver qu'on ne rentre pas dans son jeu. L'affirmation de l'OTAN et les appels de Trump à la paix sont des messages à Poutine, montrant que les États-Unis et leurs alliés prennent maintenant très au sérieux la menace qu'ils représentent. Ingram demande à Volcker s'il est possible de vivre dans un monde plus sûr dans les 12 prochains mois, en ce qui concerne les chances de paix. La réponse de l'ancien ambassadeur est directe. Je pense que tout dépend du fait que Vladimir Poutine reste au pouvoir. Si Vladimir Poutine reste au pouvoir, nous allons vivre dans un monde dominé par la menace. Nous examinerons la guerre en Ukraine et les conflits potentiels ailleurs. En d'autres termes, Poutine doit quitter la scène pour qu'il y ait une chance d'obtenir la paix que Trump souhaite. Un nouveau dirigeant russe ne signifie pas nécessairement la paix, car le successeur de Poutine pourrait être tout aussi belliqueux que lui. Cependant, du moins selon Volcker, il y a peu de chances de paix tant que Poutine règne. L'idéologie de Poutine l'en empêche. Où cela laisse-t-il Trump et son récent appel à la paix? Actuellement, tout est une question de levier. Les États-Unis constatent que la Russie semble stocker des missiles. Selon le Télégraphe du 27 juin, la Russie contourne les sanctions occidentales via des entreprises chinoises et des intermédiaires russes. Elle peut ainsi obtenir les composants nécessaires pour ces missiles. Selon le média, la Russie a fabriqué 700 missiles balistiques Iskander-M en 2024. Une hausse significative, comparée aux 250 produits en 2023. Selon le Télégraphe, la Russie a intensifié ses frappes contre l'Ukraine en utilisant des missiles, mais ne les utilise pas tous. Cela suggère la création d'un stock, qui pourrait être destiné à n'importe quel pays que Poutine souhaite envahir par la suite. Ou cela pourrait indiquer que Poutine se prépare à une guerre prolongée avec l'Ukraine. Pour l'instant, on ignore la situation. La Russie mène aussi une offensive estivale, que Poutine espère utiliser comme levier. Dans l'oblast de Soumy, Poutine a déployé près de 50 000 soldats pour établir une zone tampon entre l'Ukraine et les régions frontalières russes. Cependant, cette tentative de gagner du levier a peut-être déjà échoué. Le 26 juin, l'Ukraine a déclaré avoir stoppé l'offensive de Soumy avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Ailleurs en Ukraine, Poutine fait face à des problèmes de main-d'œuvre et d'équipement qui ralentissent considérablement ses ambitions de gagner plus de territoire qu'il pourrait utiliser comme levier lors des négociations de paix. Trump voit tout cela, et peut-être que le président américain perçoit une faiblesse croissante chez Poutine. Cela, ainsi que son affirmation au sein de l'OTAN et les bombardements en Iran, le pousse à croire qu'il peut forcer Poutine à prendre la paix au sérieux. Trump a fait sa demande, il reste à voir comment Poutine va réagir. Pendant ce temps, la Russie continue de perdre de plus en plus d'équipements. Il vient d'être révélé que le très secret service de sécurité d'Ukraine ukrainien a infligé plus de 5 milliards de dollars de dégâts à la Russie depuis que Poutine a commencé sa guerre. C'est encore plus de levier perdu. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières actualités sur la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de regarder.